présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Davantage de sport à l'école, c'est la volonté d'Emmanuel Macron à quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques dans l'Hexagone. Et bien, alors que le gouvernement insiste sur la nécessité de l'activité physique, on se penchera sur les nouvelles mesures annoncées par Gabriel Attal avec notre invité Maxime Scotti. L'inclusion sociale passe aussi par la culture et on en parlera avec notre invité à la tête de l'association Culture pour l'enfance qui tisse du lien entre les jeunes. Comme chaque vendredi, vous retrouverez Loïc Landreau pour l'agenda de la semaine. Aujourd'hui au menu, un spectacle marseillais, un show Disney et le second volet des Trois Mousquetaires au cinéma. Loïc que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec les tensions au sein de la Ciivise après la mise en écart du juge Édouard Durand, jusqu'alors à la tête de la commission indépendante sur l'inceste et sur les violences sexuelles faites aux enfants. On se lève et on se casse, c'est ce qu'a tweeté le militant Arnaud Gallet sur le réseau social X. Il fait partie des 11 membres de la Ciivise démissionnaires suite à la nomination de l'ex-rugbyman Sébastien Boel à la présidence de la commission, en lieu et place donc du juge Édouard Durand qui portait jusqu'ici le combat. Édouard Durand, une figure appréciée des associations et connue pour son franc-parler, mais que la secrétaire d'État chargée de l'enfance a jugé bon d'écarter. On va écouter justement Charlotte Cobel, c'était sur RTL. Comme toute institution, au bout de 3 ans, moi j'ai entendu tous les membres de la Ciivise, il y a besoin de renouveler un peu les équipes. Certains ne voulaient plus travailler, d'autres ne voulaient plus nécessairement d'ailleurs, y compris la vice-présidente, travailler dans ce binôme. Moi aujourd'hui j'installe un nouveau binôme, Sébastien Boel et Caroline Rey-Salmon, qui est médecin à l'Institut médico-légal de l'Hôtel-Dieu, donc une combinaison différente, afin d'apporter aussi d'autres combats. Le combat du juge Durand, c'était surtout l'inceste, il faut bien sûr continuer ce combat, on a déjà lancé beaucoup de choses, j'ai fait quand même une campagne avec le mot inceste pour la première fois. Le gouvernement a prononcé ce mot-là, mais il faut partir sur d'autres sujets et je pense qu'on aura la continuité avec Sébastien qui était membre de la Ciivise et en même temps une approche un tout petit peu différente. Une approche un tout petit peu différente qui ne plaît donc pas. Angélique Mouly, qui est ex-membre de la Ciivise et présidente de la vie sociale de la maison d'accueil Jean Bru, était l'invitée de Marion Lourd dans la matinale de France Inter ce matin. Alors, le nouveau président et sa vice-présidente portent des sujets et des opinions qui étaient à l'encontre, aux antipodes de ce que les autres membres de la Ciivise avaient porté. Et on s'inquiète premièrement sur le souhait d'apporter un réel suivi à la mise en place des préconisations. Donc les 82 préconisations qui étaient issues de votre rapport publié récemment. Oui, tout à fait. Les 82 préconisations. Aujourd'hui, le président et la vice-présidente ont des avis qui divergent sur ces préconisations et on se demande si il y aura un réel suivi de mise en place qui va être fait. On se demande quel budget, on se demande quelle équipe, on se demande l'indépendance aujourd'hui. Chaque communication qui est faite de la part du président est accompagnée de la secrétaire d'État, Madame Cobel. Dans ces conditions-ci, et en plus d'une communication qui est un peu biaisée de la part du gouvernement, qui raconte un petit peu des mensonges à la radio et à la télé, nous force à prendre position pour exprimer notre mécontentement face à nos travaux et au traitement qui est réservé à nos membres et à nos coprésidents. Le nouveau président, donc Sébastien Boel, ex-rugbyman, lui-même victime d'inceste, et donc à la tête de l'association Colosse au pied d'argile, a tenu à rassurer nous ne voulons pas abandonner les victimes. Loïc, nous sommes le 15 décembre aujourd'hui et la prime de Noël a été versée aux familles avec une petite nouveauté. Bah oui, puisque la période des fêtes n'est pas forcément la plus réjouissante pour le porte-monnaie, surtout pour les familles les plus modestes. D'où la prime de Noël qui a été revalorisée de 35% cette année pour les familles homoparentales. Et les allocataires n'ont aucune démarche à faire. Delphine Potez, qui est responsable de l'accès aux droits de la CAF ce matin sur France Inter. Le système informatique va détecter qu'il y a un droit supérieur à 0 et va verser automatiquement la prime de Noël. Et pour ceux qui touchent leurs premières allocations en décembre, la prime sera versée courant janvier.
Et un nouvel épisode dans la saga des chauffeurs de la République. Après François de Rugy, c'est la ministre déléguée Carole Grandjean qui est accusée d'utiliser son chauffeur pour des courses personnelles, Loïc. Selon Mediapart, plusieurs d'entre eux ont dénoncé leurs conditions de travail et le fait d'être parfois affectés à des missions relevant de la vie privée et familiale de la ministre. Voici ce que dit Mediapart. Un chauffeur a par exemple été mobilisé pour transporter les parents de la ministre pour des visites de musées à Paris, pour accompagner son fils à un rendez-vous chez l'ophtalmologue ou lui servir son goûter. Un autre déclare avoir été appelé pour aller chercher sa fille à la sortie d'un cours de théâtre en actionnant son gyrophare. Voilà ce qu'écrit le média en ligne. Et ce sont des accusations qui remettent sur le devant de la scène, évidemment, la gestion de l'argent public. On écoute Valran Moulet-Berthaud, cofondateur du média Le Crayon, hier sur RMC. Il y a un moment où juste, c'est non. En fait, non, c'est non. On arrête de prendre l'argent des gens pour faire ces trucs perso. Et j'ai envie de dire, je comprends parce que faut aussi avoir l'empathie de se dire c'est quoi sa situation. Elle, au moment où elle fait ça, elle est complètement débordée, elle doit filer à 10 endroits différents. Comme beaucoup de Français. Elle doit filer, justement, je vais venir. Elle doit filer à 10 endroits différents, donc elle profite d'un chauffeur qu'elle n'utilise pas à un instant T, potentiellement, pour l'envoyer pour sa famille en se disant, vu que je l'utilise pas de toute façon, autant l'utiliser. La réalité, c'est que c'est une question d'exemple, c'est une question de modèle. Les ministres ne sont pas des super exécutants, ce ne sont pas des snipers ou des mercenaires. Ce sont des gens qui sont au service du pays, qui montrent l'exemple, ils incarnent. Ils incarnent. Et comme ils incarnent, ils doivent, y compris d'un point de vue de l'image, être impeccables. Un souci d'exemplarité donc, et Carole Grandjean nie pour le moment toutes ces accusations et se défend en disant que ce sont les chauffeurs eux-mêmes qui se sont proposés de rendre ces services. Enfin Loïc, vous nous parlez d'une initiative mise en avant par le journal Le Parisien ce matin, un dispositif de lutte contre le harcèlement. Une boîte aux lettres dans l'école pour dire ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est l'initiative de l'association Les Papillons qui déploie ces boîtes partout en France dans les municipalités adhérentes. Les enfants peuvent y déposer leurs ressentis de façon confidentielle, des ressentis qui sont ensuite examinés par des référents des villes et des psychologues. Un déploiement qui se ferait avec le soutien de l'Éducation nationale puisque l'association attend un agrément qui permettrait d'intervenir sur le temps scolaire via des associations de prévention en contribuant à libérer la parole des élèves victimes. Ces boîtes aux lettres rejoignent la volonté du ministre de l'Éducation dans son combat contre le harcèlement. Voilà ce que répond le cabinet de Gabriel Attal. Fondé il y a 5 ans, l'association Les Papillons traite 30 000 messages chaque année grâce à ces 250 boîtes aux lettres. Merci Loïc. À quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques dans l'Hexagone, le gouvernement souhaite que l'activité physique retrouve toute sa place dans la vie des élèves, mais le chiffre officiel de la mise en place des fameuses 30 minutes de sport quotidienne en primaire est lui notamment contesté. Alors la pratique quotidienne du sport dans le milieu éducatif est-elle un vœu pieux? On en parle avec notre invité. Et je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Maxime Scotty. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Maxime. Vous êtes professeur agrégé d'éducation physique et sportive. Le ministère avait instauré donc 30 minutes d'activité physique et sportive par jour en primaire début 2022. Mais il semblerait que les annonces ne soient pas vraiment respectées. Qu'en est-il réellement ? Alors, après, comme tout dispositif, évidemment, ça met du temps à se mettre en place, donc c'est pas normal que ce soit pas respecté dans un premier temps. Alors déjà, il faut quand même le dire, c'est un dispositif qui a beaucoup fait débat et qui continue à faire débat parce que ça remet en question beaucoup de choses au niveau de l'école, mais on pourrait y revenir après. Mais actuellement, si on regarde l'étude de l'Académie de Créteil qui a été portée à la connaissance du grand public récemment, on s'aperçoit que uniquement 56% des enseignants mettent en place ces 30 minutes d'activité physique. Alors, même pas quotidienne, mais les mettent en place. Et parmi ces 56%, 56% donc, de cette proportion-là le mettent quotidiennement en place. Donc, c'est un élément qui est compliqué pour les enseignants à mettre en place parce que ça leur demande aussi de repenser les temps de l'école dans un contexte où déjà les temps de l'éducation physique et sportive n'étaient pas respectés par les enseignants. Alors, vous avez des chiffres, Maxime, moi j'en ai d'autres. Et il y a, je pense, une grosse bagarre des chiffres, à tel point que le ministère lance une enquête, je cite, et les sénateurs une mission flash réellement pour savoir ce qu'il en est dans la réalité. 15% des établissements qui n'appliquent donc pas le programme des 30 minutes, ce n'est pas forcément 15% des classes, a notamment fait remarquer le président de la commission de la culture et éducation au Sénat, M. Lafont, au ministre. Est-ce que c'est pertinent déjà, premièrement, ce distinguo entre établissement et classe ?
Ah bah de toute façon, comme tout chiffre, on en fait un peu ce qu'on veut et on le fait parler un peu comme ça nous arrange, mais c'est normal, c'est la guerre des chiffres. Mais oui, parce que un établissement est constitué de différents enseignants qui n'ont pas forcément la même organisation scolaire, même s'il y a de la concertation. Donc dire que un établissement porte les 30 minutes d'activité physique par jour parce qu'un enseignant le fait, ça ne veut pas dire que c'est généralisé au niveau de l'établissement. Donc c'est pour ça que moi je mets en avant les chiffres de l'Académie de Créteil qui, eux, sont allés questionner les enseignants dans leur pratique. Au sein effectivement de l'Académie de Créteil, autre chiffre énoncé, début septembre cette fois-ci, la ministre des Sports donc, et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, avait expliqué que seuls 15 à 20% des établissements n'étaient pas encore rentrés, eux, pour le coup, dans le dispositif des 30 minutes quotidiennes. Mais ce chiffre est contesté par l'Union sportive de l'enseignement du premier degré et aussi par les syndicats enseignants. Donc c'est pour mettre en perspective la situation. C'est pour comprendre effectivement que je crois que tout le monde est un peu perdu en fonction effectivement des académies et des établissements. Chacun fait un peu comme il peut. Est-ce que c'est pas le sentiment qu'on a ? Alors ça, c'est totalement le sentiment qu'on a. Après alors c'est normal que la ministre avance les chiffres qui arrangent, mais et c'est parce que c'est normal qu'elle défende ce dispositif, comme c'est normal que les syndicats aussi renvoient la réalité de terrain, parce que la réalité de terrain, c'est ça. C'est que les enseignants, on leur a demandé sur un temps déjà sur lequel ils avaient du mal à mettre en place l'éducation physique et sportive, on leur demande en plus de rajouter 30 minutes d'activité physique quotidienne. Alors certains diront que c'est pas ajouté, il y a des temps qui sont destinés à ça, mais dans l'urgence du quotidien, dans l'organisation du quotidien, les enseignants, on leur demande une tâche supplémentaire à rajouter un emploi du temps qui est déjà très très condensé. Et oui, c'est ça, un emploi du temps condensé. Alors, au-delà du combien, parce que cette bagarre des chiffres est intéressante, mais aussi, autre point, évidemment, c'est la question du comment. Comment on met en place, effectivement, ces fameuses 30 minutes. Vous nous parliez déjà, ici, sur ce plateau, du manque d'infrastructures et des classes en sureffectif, justement. Est-ce que les annonces du gouvernement ont fait bouger les lignes ? Les multiples annonces, faites au niveau de l'éducation physique et sportive à l'école. Alors, c'est là où il faut distinguer deux choses, parce qu'on a tendance à le confondre. On a tendance à confondre l'éducation physique et sportive et l'activité physique et sportive. Là où les 30 minutes d'activité quotidienne jouent leur rôle, c'est pour augmenter l'activité physique et sportive. Donc, c'est augmenter l'activité des élèves dans l'instant. Là où l'éducation physique et sportive, et on milite un peu pour ça, mais tout le monde, au niveau de l'éducation nationale, c'est faire mobiliser davantage les élèves tout de suite, pour créer une pérennité dans leur engagement physique. Donc il y a totalement une différence de temporalité dans la démarche. Et ce qui est reproché à ces 30 minutes d'activité physique quotidienne, c'est qu'on demande en fait aux élèves de bouger. Mais c'est bouger pour bouger. Donc là où l'école est censée construire du savoir, construire une culture, donc une culture aussi du sport sportive ou même physique, qui leur permettrait de bouger et d'avoir cette intention de bouger tout au long de leur vie, aujourd'hui on demande aux enseignants de les faire bouger pour bouger. Mais ça veut dire quoi, les faire bouger ? Ça veut dire fameux de vous faites 3 tours de terrain ? On peut voir les choses de manière totalement différente quand on est enseignant. J'étais au forum des enseignants innovants à Poitiers la semaine dernière et proposition de collègues de Poitiers, Claire Brousse et Maxime Jardon, eux ont vraiment construit du contenu sur ces 30 minutes d'activité physique par jour. Mais par contre, quand on regarde dans d'autres écoles, ça peut se résumer à vous faites des tours de cours ou alors vous prenez une corde à sauter. L'important, c'est que vous bougiez. Donc il y a vraiment une différence dans les pratiques enseignantes parce qu'il y a aussi un problème, il y a une différence de formation et d'approche parce qu'on leur a juste livré les 30 minutes d'activité physique par jour sans forcément vraiment leur expliquer ou les engager dans une vraie réflexion de mise en œuvre. Pour en venir à ma question initiale qui était sur les problèmes effectivement d'infrastructure pour pouvoir faire en effet bouger, comme vous dites, les élèves et au mieux évidemment leur faire pratiquer effectivement une activité sportive. Est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'il y a eu des moyens mis en œuvre pour cela ? Alors là, moi, j'ai pas de chiffres au niveau des infrastructures. Après, pour justement augmenter cette capacité à pouvoir faire bouger, il y a eu le dispositif Une école, un club. Donc je ne sais pas où ça en est. Mais pour justement permettre d'augmenter le niveau de partenariat entre établissements et associations locales pour permettre d'avoir accès
peut-être à plus d'animateurs sportifs, plus d'infrastructures, mais en tout cas, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de construction d'infrastructures. Lorsque le gouvernement souhaite effectivement avoir ces fameuses 30 minutes d'activité physique par jour, notamment en primaire, les 2 heures supplémentaires, on va en parler aussi au collège, est-ce que cela veut dire que aussi le gouvernement propose, ou en tout cas annonce davantage de moyens pour le recrutement des professeurs de PS, car il y a un sacré manque aussi. De toute façon, alors même si on n'est pas la discipline la plus touchée, il y a une crise du recrutement dans l'éducation nationale. Mais les mesures, c'est justement de s'ouvrir au monde associatif, et c'est là où la parole que j'ai portée plusieurs fois sur ce plateau, c'est qu'il ne faut pas confondre les deux. C'est que augmenter le niveau d'activité physique des élèves à l'école, parce qu'il y a différents temps de l'enfant, mais à l'école doit être porté par les enseignants d'éducation physique et sportive, mais par exemple, à l'école primaire, on sait que les enseignants manquent de formation sur l'éducation, au niveau de l'éducation physique et sportive, parce qu'ils n'ont pas la culture, ils viennent d'autres cursus, et il y a une crise des enseignants. Donc on est face à un problème la seule solution pour le gouvernement, dans un premier temps, c'est de faire intervenir des intervenants extérieurs. Donc pas augmenter la capacité des enseignants à pouvoir mettre en œuvre, de par leurs compétences enseignantes, l'éducation physique et sportive dans leur classe, mais de faire venir des intervenants extérieurs. Donc on est sur une externalisation, au moins sur le niveau primaire, qui est déjà de fait, qui existait déjà, mais qui là est renforcée par une volonté politique. Et c'est dommage à mon sens, parce que les enseignants qui sont formés avec de vraies compétences pédagogiques, il suffirait juste de les renforcer sur du contenu en termes sportifs ou d'éducation physique pour qu'ils le mettent en œuvre intelligemment au sein de leur établissement. Là, on vient rajouter un dispositif en plus à l'école. Ça manque un peu de cohérence. Précisons vraiment pour qu'on comprenne bien, quelle est la formation qui est faite aujourd'hui, par exemple, pour les enseignants du premier degré ? Les enseignants du premier degré, alors, ils viennent de cursus totalement différents, qui ont fait une licence en lettres, en mathématiques, en sciences de l'éducation, c'est possible. Donc chacun avec une sensibilité différente. Il y a des enseignants qui viennent aussi de la filière STAPS et qui ensuite passent ce qu'on appelle le CRPE, donc le concours de recrutement des enseignants du premier degré. Donc voilà, alors il y a des temps de formation, mais qui sont très faibles, parce qu'il y a beaucoup de choses à leur apporter. Et quand on a beaucoup de choses à leur apporter, les savoirs fondamentaux, comme dit le gouvernement, ont tendance à prendre de la place sur le reste. Et donc ça veut dire qu'on oublierait le sport comme une activité aussi essentielle que les maths et le français ? Alors oui, je vois feuilleter le numéro 400. Oui, et c'est pour ça. J'aimerais juste faire un clin d'œil, effectivement, à ce numéro spécial. Vous pouvez en parler mieux que moi, peut-être. Oui, alors c'est donc la revue Éducation physique et sportive qui est basée à l'INSEP, qui date de 1950. Donc c'est une revue professionnelle qui vise à informer sur le sport, sur l'activité physique et sportive, sur l'ensemble des acteurs qui touchent à ces domaines et sur tous les âges, donc de la maternelle à l'université et au-delà. Et vous avez donc, évidemment, vous consacrez plusieurs pages à un entretien que vous avez eu avec Gabriel Attal, donc le ministre de l'Éducation. Et donc à ce sujet, que répond-il lorsque vous tentez de mettre à égalité, effectivement, l'éducation physique et sportive par rapport aux maths et au français ? Alors, là où Gabriel Attal fait la différence, mais qui est discutable, mais comme toute chose, c'est que il est distingué les savoirs fondamentaux des pratiques fondamentales. Et c'est là où il y a une petite limite à ça, c'est qu'à partir du moment où on parle d'une pratique fondamentale, on en oublie le savoir qui est porté par cette pratique. Donc je reviens au dispositif des 30 minutes d'activité physique par jour, on en est une pratique pour une pratique. C'est important de bouger pour bouger. Alors que l'éducation physique et sportive est un savoir fondamental, parce qu'il construit des savoirs, il construit une culture auprès des élèves, et alors que on fait le constat actuellement qu'il y a un gros problème de sédentarité chez les jeunes, qu'il y a des problèmes de noyade, qu'il y a énormément de dispositifs qui sont de priorité nationale. L'éducation physique et sportive est reléguée au statut de pratique fondamentale, alors qu'il y a des réels savoirs fondamentaux à travers ces pratiques qui est important de mettre en avant si on veut pouvoir résoudre ces priorités nationales. Il est conscient de la sédentarité des élèves, des jeunes de manière générale ? Ah oui, de toute façon, c'est une notoriété publique et il est très difficile de nier la sédentarité des jeunes, de plus en plus prégnante. Donc voilà, Gabriel Attal fait le choix de sa politique. Donc oui, dans le sens de lutter contre la sédentarité. Là où on peut émettre quelques petites remarques, c'est sur
c'est sur les modalités employées pour résoudre cette sédentarité. Et donc, vous lui avez parlé justement de ces modalités-là que vous avez pensé, vous et vos camarades, sur les possibilités. On n'est pas rentré dans l'échange, mais de toute façon, je pense que ce qui est important, c'est que l'ensemble de la discipline, l'ensemble des acteurs puissent communiquer. Parce que tout le monde a raison et en même temps tout le monde a tort. C'est face à des choix politiques, ça met tellement d'informations en réseau que à un moment donné, il faut prendre des décisions. Mais par contre, ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'école a besoin d'autre chose que des dispositifs qui se rajoutent. L'école a besoin de se réorganiser. C'est pas en augmentant la quantité de dispositifs, en mettant 30 minutes d'activité physique par jour. Non, on a bien mis en avant que le problème de la sédentarité, c'était le temps passé assis. Et là, aujourd'hui, les dispositifs qui sont mis en place, c'est faire bouger plus les élèves. Et si on changeait de paradigme et qu'on pensait différemment en disant maintenant la politique de l'école ça va être de moins faire s'asseoir les élèves et donc de moins les rendre sédentaires parce que c'est quand même le lieu où ils sont les plus sédentaires l'école, les élèves. Oui. Et réorganiser l'ensemble des enseignements et pas uniquement l'éducation physique et sportive mais bouger plus quand on fait des mathématiques, bouger plus quand on est en français, réorganiser l'ensemble des disciplines scolaires pour les rendre plus actifs physiquement, pour mettre le corps en action. Je reviens sur l'idée effectivement que le PS est tout aussi important que les maths et le français. Savoir nager, savoir rouler à vélo sont des éléments, des disciplines qu'il a mis en avant. On dirait que c'était une priorité aussi effectivement du gouvernement. Qu'en est-il ? Alors, c'est une priorité qui date pas d'aujourd'hui, qui remonte à très très loin, surtout en ce qui concerne le savoir nager et l'aisance aquatique. Alors, c'est un dispositif qui est compliqué sur le terrain à mettre en œuvre parce que les élèves de primaire sont bien encadrés. Sur cet apprentissage de la natation. Et quand ils arrivent en 6e, sans vouloir dire de bêtises, mais on leur doit 10 heures de pratique à ceux qui n'ont pas encore eu le certificat validant qu'ils savent nager, qui ont bien résolu le parcours qu'on leur proposait. Mais les élèves qui arrivent en 6e et qui ne savent toujours pas nager, c'est pas ces 10 heures-là qui vont réussir à résoudre tous les problèmes qu'ils n'ont pas réussi à résoudre jusqu'à présent. Donc, là aussi, faut envisager les choses sur un plus long terme, mais on se retrouve aussi face à des problèmes d'infrastructure parce que les piscines, c'est difficile pour un établissement scolaire d'avoir accès aux piscines pour pouvoir former les élèves au savoir nager. Donc voilà, après, le politique est aussi bloqué par des moyens, mais ça, c'est des choix aussi politiques sur l'augmentation du nombre de piscines, c'est des choix. Le PS, comme facteur de cohésion sociale, vous en avez parlé également avec le ministre ? Alors, oui et non. Après, l'éducation physique et sportive a cette réputation d'être un facteur de cohésion sociale. Donc là aussi, c'est très entendu parce qu'au-delà des savoirs et des moteurs, ça met en avant toute une compétence en fait sportive. Les compétences sportives ont cette faculté à mettre en synergie des compétences méthodologiques, des compétences sociales, des compétences motrices. Donc ce facteur de cohésion sociale, et après c'est face à l'organisation des Jeux Olympiques, on est là aussi, c'est prégnant aussi cette volonté de faire nation autour du sport. Donc l'éducation physique et sportive est forcément dans ce cadre-là un levier pour créer cette cohésion sociale. On appelle le PS une discipline et le mot n'est pas anodin. Est-ce que c'est aujourd'hui important aussi pour les enseignants de PS de revenir à l'idée aussi de la discipline qui se perd un peu dans les écoles selon certains ? Oui, selon certains. Oui, selon certains. Oui, non, mais c'est bien de le préciser. Après, est-ce qu'on peut parler de perte de discipline ? C'est peut-être un phénomène sociétal plus qu'un phénomène scolaire. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix, il va falloir permettre au local de faire ses choix pour amener les élèves peut-être à en maîtriser moins, mais à maîtriser mieux. Là où on fait beaucoup de zapping, de saupoudrage, de beaucoup de choses. Mais ça, c'est en fonction du contexte local. Mais il faut que les choix soient faits en fonction du public qu'on accueille pour vraiment faire nation, là réellement, et permettre à l'ensemble des élèves d'avoir cette égalité de moyens, cet objectif de moyens, pour leur permettre de s'épanouir par l'école et faire d'eux de vrais citoyens, et les garder le plus longtemps possible à l'école.
faire de cette matière, enseigner donc cette discipline qu'est l'EPS à l'école, enfin premier degré et deuxième degré, donc une discipline fondamentale, essentielle, à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques. J'imagine que ça a été aussi l'objet de l'interview proposée, je le rappelle, dans votre numéro spécial, effectivement, de la revue EPS.com qu'on retrouve donc sur revue-EPS.com. L'idée aussi de faire en sorte que les élèves puissent choisir, aller vers des carrières sportives. Alors ça oui, et ça il y a un enjeu. Après le sport est un objet politique, donc forcément en vue des Jeux Olympiques, c'est important de les emmener vers le sport, mais il est aussi un objet culturel, et c'est là où il ne faut pas que l'école se perde. L'école est là pour mobiliser le sport comme objet culturel, pour développer des compétences sportives, mais pas forcément pour en faire des sportifs. Ça c'est important parce que le sport est un objet culturel de société. Donc faire des sportifs, c'est pas de la responsabilité de l'école. Mais est-ce que l'EPS peut amener aussi par contre, après, vers le sport en pratique professionnelle? Alors, il faut faire les choses en bonne intelligence et collaborer avec l'ensemble des acteurs. C'est pas l'enjeu, l'école n'a pas cette capacité de faire des élèves des futurs sportifs de haut niveau. Ça n'a jamais été son rôle, ça le sera certainement jamais parce qu'elle n'en a pas la capacité. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est d'être un lieu où de concertation, de travail en commun avec les fédérations sportives, avec le milieu sportif, pour permettre d'aménager le temps scolaire de ces élèves qui tendent vers des carrières sportives et qui visent un double projet, à la fois un projet d'excellence scolaire et un projet d'excellence sportive. J'ai été en visite à l'INSEP la semaine dernière, excusez-moi. Et l'aménagement scolaire, il y a d'énormes moyens qui sont mis sur les sportifs de haut niveau. Donc c'est là où il ne faut vraiment pas oublier que l'école ne peut pas vivre indépendamment du sport et le sport indépendamment de l'école. C'est que face à ces profils-là d'élèves, il y a des moyens énormes qui sont mis en place et qui sont nécessaires pour leur permettre de ne pas renier l'école, mais de ne pas renier le sport non plus. Donc c'est important aussi que tout le monde réussisse à travailler ensemble. Et de toute façon, le ministère de l'Éducation nationale n'a jamais été réellement déconnecté du ministère des Sports. Parfois, ils ont été confondus, parfois séparés, mais toujours à travailler ensemble par nécessité. Merci beaucoup Maxime Scotti d'être venu sur notre plateau nous parler de l'importance de l'EPS évidemment à l'école. Je rappelle, numéro spécial donc, que vous retrouvez en abonnement ou pas d'ailleurs sur www.revue-eps.com. Voilà, donc des interviews formidablement intéressantes et notamment celle de Gabriel Attal. Merci mille fois. Merci à vous. À très vite. Oui, avec plaisir. On marque une courte pause. De retour dans le grand JT d'éducation, favoriser l'inclusion sociale par la culture, c'est la mission de Culture pour l'enfance et on va en parler avec Nadège Begley. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Nadège, vous êtes déléguée générale de Culture pour l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est pour tous ceux qui ne connaissent pas encore ? Alors, Culture pour l'enfance est un véhicule philanthropique qui a été mis en œuvre par monsieur Bruno Monnier, qui est le président de Culture Espace, que vous devez probablement connaître avec l'Atelier des Lumières, le musée Jacques Marandré et tous les centres d'art immersifs en France. Et il a eu, il y a déjà bientôt 15 ans, l'initiative de monter une fondation autour de l'accès à la culture pour les enfants qui sont les plus fragilisés. D'accord, les enfants qui sont fragilisés, en fait, ils sont nombreux parce qu'il y a les enfants qui sont fragilisés donc en situation de handicap, les enfants qui sont hospitalisés, et puis les enfants aussi qui n'ont simplement pas accès parce que c'est pas forcément culturel au sein des familles. Malheureusement, la transmission, dans le sens de la transmission effectivement des savoirs, et puis l'éveil parce que par moments c'est difficile d'accès. Alors c'est exactement sa volonté. L'idée pour lui était de donner accès à la culture au plus grand nombre, de oser franchir le seuil d'un musée, d'un centre d'art, et donc c'est pour cela que l'on met en place des programmes d'éducation artistique et culturelle qui leur permettent au cours de ce dispositif d'avoir accès à un savoir culturel et artistique, de franchir le seuil d'un centre d'art, que ce soit un musée dit patrimonial comme le musée Jacques Marandré par exemple, ou l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence, ou alors un centre d'art immersif comme on a à Paris, à Bordeaux ou encore au Beau-de-Provence avec les Carrières des Lumières. Et donc ce dispositif, nous le déployons sur le terrain, c'est-à-dire que sa volonté
volonté est vraiment d'aller chercher l'enfant là où il se trouve, qu'il soit en milieu scolaire, en médico-social, c'est-à-dire au sein d'un IME, d'un CESAD, etc., ou alors à l'hôpital. Alors, de quelle manière, en fait, ça se concrétise précisément? C'est-à-dire qu'en fait, la culture arrive à l'enfant, vous le dites, mais comment? Alors, nous agissons avec des médiatrices professionnelles, des médiatrices culturelles, qui sont formées soit en histoire de l'art, soit aussi d'anciennes enseignantes. Je dis féminines, car souvent, nous avons des femmes autour de nous qui agissent vraiment au chevet de l'enfant pour l'hôpital. Elles se rendent sur place, notamment dans les zones rurales aussi, qui sont éloignées, pour justement tendre la main vers l'enfant qui n'a pas accès à la culture, et comme vous l'indiquez justement, aussi parce qu'ils n'ont pas ce terreau familial et ils ne sont pas habitués à ces centres d'art ou à cet environnement culturel. Alors justement, on parlait des enfants qui sont hospitalisés et qui effectivement, de fait, ont du mal à accéder à la culture. Vous avez mis en place un système absolument innovant grâce à la réalité virtuelle. Oui, alors ça, nous en sommes très fiers. Nous sommes vraiment à l'étape expérimentale et nous travaillons pour cela main dans la main avec les médecins. Alors c'est un projet pilote pour le moment que nous avons essayé au sein de la PHP et qu'on va déployer aussi à Bordeaux et dans le sud au CHU de Montpellier. Et l'idée, c'est que l'enfant qui ne peut pas sortir de chambre va pouvoir accéder grâce à la réalité virtuelle à la même expérience que s'il pouvait sortir de chambre et aller se rendre sur place et assister à une exposition immersive. Donc grâce à un casque? Exactement. Oui, il rentre par exemple au musée Jacques-Marandré et il déambule? Alors, ce ne sera pas le musée Jacques-Marandré. Là, en l'occurrence, ce sera une exposition qui a déjà été, rendue visible au grand public, qui est Cosmos, donc c'est de la culture scientifique. L'enfant sera invité à vivre une aventure cosmique et à se projeter dans l'espace. Et nous travaillons pour cela avec le CNES, et également Ariane Espace, qui nous aide justement à concevoir un kit pédagogique. Donc vraiment un enseignement au chevet de l'enfant qui sera encore une fois mené par une médiatrice à son chevet. On pourrait imaginer que ce système puisse se déployer aussi pour tous les enfants qui sont valides ou qui sont à l'école mais qui n'ont pas accès et qui seraient forcément curieux de cette réalité virtuelle. Alors en effet, mais notre objectif quand même est vraiment de faire sortir l'enfant de là où il se trouve. Donc nous vraiment les encourageons à se rendre sur les différents sites d'art et qu'ils puissent découvrir sur place et se confronter aux œuvres. Mais oui, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, la réalité virtuelle pour les enfants. Alors comment réagissent justement tous ces enfants qui ont accès à la culture? Ils ont des réactions totalement différentes. Comment ça se passe? Alors je dirais que le maître mot, c'est l'émerveillement. Voilà, c'est pour eux une parenthèse merveilleuse pour eux, que ce soit au milieu scolaire ou alors surtout les enfants qui sont en situation de handicap, car on les fait pratiquer aussi artistiquement. Et pour les enfants qui sont en situation de handicap, par exemple, on a mis en place des ateliers de danse. Et la danse adaptée avec des compagnies de danse qui sont spécialisées justement dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap lourd. Tous ces enfants sont mis en mouvement, sont amenés à entrer en communication de manière non verbale, ce qui est souvent la difficulté pour ces jeunes. Et là, on révèle parfois même des talents et des envies de continuer. Les médiateurs et éducateurs dont on parle, ils sont formés spécifiquement justement à ces enfants? Alors nous tenons à ce que ces intervenants, ces tiers, soient formés justement à l'appréhension de ces enfants, de leurs spécificités, pour être en capacité aussi de réagir en cas de crise ou justement d'être encore plus en capacité de les amener à l'atelier et de les faire pratiquer. Combien de structures à peu près qui sont partenaires de votre projet? Oh là là, on est à peu près à 500 partenaires sur le territoire, donc que ce soit dans le médico-social, que ce soit les écoles qui représentent quand même le gros, on va dire, des bénéficiaires, et également les hôpitaux que l'on développe de plus en plus comme partenaires pour qu'on puisse agir avec eux. Est-ce que vous trouvez que la culture occupe une place suffisamment importante à l'école? Alors, pas suffisamment, je vais être tout à fait honnête, mais avec les dernières directives de notre ministre Gabriel Attal, nous travaillons en effet main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale, les académies également sur le terrain, et nous mettons vraiment en avant l'éducation artistique et culturelle, car
je suis convaincue qu'agir au niveau de l'école primaire, c'est aussi préparer ces jeunes à entrer au collège et au lycée. Ça, on le sait tous maintenant, ça, c'est un mode de prévention au décrochage scolaire et c'est vraiment un moteur pour s'insérer dans la vie et la vie professionnelle à terme pour eux. Un premier pas aussi vers des connaissances effectivement qu'ils n'ont pas, qu'ils ignorent, et vers l'ouverture aussi, vers la mixité sociale peut-être. Exactement. Nous encourageons les projets qui sont mixtes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'un enfant qui vit en zone prioritaire et qui relève d'un dispositif scolaire, donc comme on dit REP+, a aussi vocation à rencontrer des jeunes, on va dire, de zones davantage privilégiés. Et aussi, il y a un temps fort qui s'appelle la restitution. Et nous développons des liens avec des lieux d'art et des centres culturels où les enfants peuvent se rencontrer et restituer leur travail. Et donc, c'est vraiment, c'est un lien social très fort au sein de la cité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nadège Begley. Merci à vous. Vous êtes déléguée générale de culture pour l'enfance. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau du Grand JT. Merci à vous. On va tout de suite retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, cette semaine encore, vous allez nous partager vos trouvailles pour vivre plein d'aventures dans les jours qui viennent. Et il y a fort à parier que ça parle de Noël. Bah oui, parce que c'est dans 10 jours. Non. Tout pile aujourd'hui. Même je dis ma bonne dame. Donc évidemment, la grande soirée, foie gras, huîtres, chocolat. Donc on va en profiter, bien sûr, notamment du côté du centre commercial Les Terrasses du Port à Marseille avec le secret de Noël, The Secret of Christmas. Oula. C'est un spectacle immersif d'une trentaine de minutes, pensé pour être joué plusieurs fois par jour, et c'est jusqu'au 7 janvier dans un théâtre créé vraiment pour l'occasion à l'intérieur du centre commercial. Et on est vraiment dans un show très complet avec du chant, de la danse, de la comédie, de l'illusion même. On va regarder quelques images signées de nos confrères de Made in Marseille. De Noël est un spectacle pour toute la famille qui vous transportera dans un monde magique et musical. Il sera accessible les mercredis, week-ends et pendant les vacances scolaires jusqu'au 7 janvier. Vous pourrez pendant 35 minutes profiter de 6 comédiens qui vous raconteront l'histoire de la distribution des cadeaux de Noël. Avec plus de 300 pièces de décor, une reproduction authentique d'un chalet de Noël, il y a des effets spéciaux, il y a même des rennes animatroniques, vous savez, comme Jurassic Park, c'est-à-dire des rennes en robot, quoi, voilà. Donc voilà, c'est un spectacle qui propose des moments spectaculaires, riches en émotions, émouvants. C'est la même chose en fait, hein, émouvant et riche en émotions. Donc c'est ça, accessible dès l'âge de 3 ans. Et la billetterie, c'est sur www.billetweb.fr/secret. Pour les fêtes également, il y a le Winter Tour de Fantasia. On va y arriver aujourd'hui. Oui, c'est clair, rien ne m'a plu. Alors, Fantasia, ça ne doit pas dire grand-chose en fait aux plus jeunes qui nous regardent, parce qu'à la base, c'est un film produit par Disney qui est sorti quand j'étais pas né, quand vous n'étiez même pas né vous, puisque c'était en 1940. Et donc, là, en fait... Comme si c'était étonnant. J'ai 95 ans, quoi. À peu près. Et du coup, là, c'est une troupe qui s'appelle la Troupe en Scène, qui est partie sur les routes de France et qui propose un show qui s'appelle donc Fantasia, qui reprend tous les grands personnages. Vous avez Mickey Mouse, Blanche-Neige, Olaf, Anna, Cendrillon, le génie, la Belle et la Bête et plein d'autres. Et ils sont tous là et ils vous donnent rendez-vous pour 1h20 de fête image.
J'adore, moi, ça. Cette petite musique comme ça, c'est... Non. C'est un très joli spectacle, en revanche, qui sera à Vannes ce samedi 16 décembre, à Bain de Bretagne dimanche, à Bizanos le 23 décembre et à Pilla le 3 janvier. Toutes les informations, c'est sur troupeenScène.com/spectacle-enfant. Direction la région rennaise maintenant pour une activité en famille autour des 5 sens. Ça s'appelle Sensas, le divertissement sensoriel délirant. En équipe de 4 à 26 personnes, vous allez passer 2 heures dans un univers immersif qui mettra vos 5 sens à rude épreuve. Regardez. Les gars à gauche, les gars là. 1 minute, il vous reste. Tourne-toi. Vas-y, Claire, mets la main. Je sais pas ce que c'est. Ça croustille. Ça sent bon, ça sent quoi ça? J'ai peur, hein. Franchement j'ai peur les gars. Oh, ça bouge. Fais-moi sortir de là. Ça vous rappelle peut-être quelques souvenirs? Fort Boyard. Vous savez, quand on met les mains là, dans les jarres avec les souris et tout, c'est un petit peu pareil. Là, on met effectivement ses mains aussi. Je n'y étais pas. J'avoue, je n'y étais pas du tout. Je me disais, en fait, que ces gens ont besoin de se faire peur encore, alors que l'actualité est dramatique. Oui. Mais oui, les sensations. C'est les Très sensations. bien. Non, mais j'étais pas sur Fort Boyard, effectivement. Alors, donc, il y a aussi du mime, des tunnels plongés dans le noir, on goûte, on sent des trucs chelous, il y a des lasers. Bref, ça fait passer quand même des chouettes moments, surtout pour les ados. Toutes les infos sont sur rennes.sensas.top. Merci beaucoup. Alors, on termine avec une recommandation ciné. Elle me casse mes 3 mousquetaires. Mais non, pas du tout, jamais. Jamais. Parce que c'est les 3 mousquetaires dont on va parler, effectivement. Je vous recommande de les amener, c'est au cinéma, là, actuellement. Les 3 mousquetaires, Milady. Milady, c'est évidemment la méchante. C'est le 2e volet de cette saga qui a commencé le 5 avril dernier avec les 3 mousquetaires d'Artagnan. C'est un film de Martin Bourboulon avec François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaille, Eva Green et Lina Coudry. Casting de malade mental. Casting de dingue. Déjà, il faut aller le voir parce qu'un film aussi ambitieux sur l'histoire en France, c'est quand même assez rare. Il n'y en a pas quand même tous les jours. Et puis, ça ouvre une très jolie porte sur l'œuvre, évidemment, d'Alexandre Dumas père, qui est habituellement étudié au début du collège. Donc, ça vaut le coup de pouvoir rentrer par cette porte-là pour ensuite faire lire le livre. On va voir la bande-annonce. En gros, c'est la chérie de D'Artagnan, qui est jouée par Lina Coudry, qui est enlevée par les méchants. Et François Civil d'Artagnan va aller la chercher. Regardez. C'est pas moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux. Où est-elle? Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. Dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait d'elle? Vous me paierez cette offense. Et il me dira où elle est ou je jure de le tuer. Regarde, D'Artagnan, cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, D'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Mousquetaire, vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. C'est lui le traître. Je ne suis pas l'homme que vous croyez. C'est au cinéma donc depuis 2 jours et voilà, je ne peux que vous encourager à amener vos enfants et petits-enfants via le prisme de l'image pour les faire rentrer ensuite dans l'œuvre littéraire. Merci beaucoup Loïc, merci. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souviens d'écolier et cette semaine son invité est le sportif Axel Alétru. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est consacrée entièrement à l'école. Yes. Donc pour toi, ça remonte un petit peu. Mais qu'est-ce que tu penses de l'école en France? Qu'est-ce que je pense de l'école d'un point de vue extérieur? D'un point de vue global, je pense que on est plus éduqué sur un modèle où on ne va pas forcément mettre en avant les élèves. Quand on fait un échec, on est pénalisé. Alors que dans d'autres pays, l'échec, justement, est fait pour apprendre à rebondir, est mis en valeur. On met en valeur l'échec? Bah ouais, aux États-Unis, par exemple, ils mettent en avant l'échec. Je ne fais pas d'exemple là comme ça, mais voilà, c'est pas une fatalité de ne pas avoir réussi quelque chose. Et donc, je trouve qu'on devrait mettre plus en avant... on a le droit de tomber, mais c'est important de savoir se relever.
Ce serait de donner plus d'exemples de chutes et de... Oui, ou encourager plus les élèves. Alors ça peut être, on parlait de sport tout à l'heure, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, moi je rentrais parfois très tard des compétitions le dimanche soir. Quand je dis très tard, ça peut être 3 à 4 heures du matin, parce qu'on était très loin pour une compétition à l'étranger. Et à 8 heures, j'étais à l'école. Et à 8 heures, j'étais à l'école, évidemment, j'étais un petit peu fatigué, peut-être moins performant. Ouais, c'est normal. Mais j'avais pas de cadeau. J'étais comme les autres. Donc je pense que voilà, ça aurait été important de... J'avais cette chance d'être passionné par le sport, tout ça. Et je pense que si tu n'es pas fort mentalement, tu peux vite arrêter une passion. Et, de valoriser plus les passions de chacun. Bah ouais, aussi. En fait, je trouve que chacun a un talent, chaque enfant a un talent, hein, tout le monde. Mais malheureusement, on ne va pas forcément le chercher. On fait un système où tout est global, il y a une norme. Et comment on pourrait aller chercher ça alors ? Moi, je ne suis pas ministre de l'Éducation, mais je pense... Ça veut dire inviter chaque enfant à se connaître. Il y en a qui savent tout de suite qui... Toi, tu étais passionné tout de suite. J'ai eu la chance. Mais pour d'autres enfants, c'est différent. Oui, donc je pense qu'il faut, prendre le temps apprendre à se connaître, prendre du recul. Il faudrait que l'école essaye de prendre ce temps. Je ne sais pas comment faire en réalité. Tu sais, moi, avec mes enfants, j'essaie de leur initier ça tout de suite. De se connaître tout de suite ? Oui, voilà, de connaître ses limites, d'être responsable, de savoir la voie qu'ils souhaitent emprunter. Et quelle voie ils veulent emprunter ? Pour l'instant, ça reste les sports mécaniques. Mais non, comme par hasard. Comme par hasard. J'ai pas poussé. Je laisse le choix. Et ça te fait pas peur avec ce que toi tu as vécu ? Ça me fait pas peur. Je pense qu'il faut les accompagner de la meilleure manière possible. Mais du moment qu'ils puissent être épanouis et passionnés par ce sport, voilà, c'est tant mieux. L'école de demain, tu la vois comment ? Alors je sais pas pourquoi, moi je la vois de plus en plus en digital. On va plus à l'école ? Ou moins avec des cours à la maison. Après, c'est pour les plus grands, hein, c'est sûr, les petits, ils ne peuvent pas. Les petits vont à l'école. Voilà. Et après, à partir du collège-lycée, il y a moins de présentiel. L'école du futur, il y aura moins de présentiel. Je me dis que ce n'est pas possible qu'on puisse... Pour justement créer du temps libre pour d'autres choses. Ce sera du télétravail de l'école. Pour trouver des passions, pour que les jeunes puissent se découvrir. Donc, ces passions se trouvent finalement avec les parents. Les parents feront plus l'école, alors ? Peut-être pas les parents, mais ils font plus d'activités après, en dehors. Parce que là, quand tu rentres de l'école, il est quelle heure ? Je sais pas. 17h. 17h. Après ça, tu fais les devoirs. Donc comment tu veux faire une activité extrascolaire après ? C'est compliqué, ça t'arrive tard. Quand tu vas en Espagne ou en Allemagne, ils finissent à 15h l'école. Hein. 15h l'école, et après c'est le sport ou d'autres passions. Est-ce qu'en tant que sportif de haut niveau, tu trouves qu'il n'y a pas assez de sport à l'école ? Là-dessus, je dirais que ça va, mais je pense que c'est des sports assez conventionnés. On ne va pas ouvrir tous les sports, après c'est compliqué aussi, je comprends. On manque de temps. Voilà. Mais je pense que si à 15h, tout le monde a arrêté l'école pour aller faire leur passion, je te dis, il y a beaucoup de pays comme ça, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en République tchèque, 15h30, c'est fini. On arrête l'école à 15h. C'est déjà la fin de l'émission, Axel. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces souvenirs avec nous. Ravi. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 217 sur les box Orange, 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Merci à toute l'équipe aujourd'hui du grand JT. À la réalisation, c'est Théo Boscar. Le son, c'est Louise Merlin. Le maquillage, Laure Audemont. Et Ma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel. Ce programme